Le tribunal citoyen de Londres a démontré en décembre dernier que la politique du gouvernement chinois relève de la Convention de 1948 sur le génocide, en particulier de son article 2, sur l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le 20 janvier, le groupe socialiste et apparenté a déposé une proposition de résolution sur la reconnaissance du génocide des Ouïghours. Une proposition qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais selon Maître Michael Zibi, avocat au barreau de Paris, l'emploi des qualifications pénales les plus graves de génocide et de crimes contre l'humanité par les instances représentatives françaises et largement relayé par les médias, en dehors de toute décision de justice préalable, risque d'aboutir à leur banalisation. Il explique en détail son point de vue dans une interview accordée à Mandarin TV. Maître Zibi, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, vous venez de publier un article intitulé « La situation au Xinjiang, une fragilisation de l'ordre légal mondial ». Pourquoi avoir écrit un tel article ? En fait, je me suis posé cette question à la suite de consultations qui m'ont été faites, suite à des plaintes pénales qui ont été déposées par une association française qui s'appelle Sherpa, et qui a décidé d'attaquer un certain nombre de sociétés, notamment Zara, Uniqlo et d'autres, mais des marques assez connues, pour recel de crimes contre l'humanité, puisque ces sociétés se seraient approvisionnées en coton provenant du Xinjiang, et donc ils seraient complices du fait de les avoir achetés dans la zone d'une participation à des crimes de génocide ou à des crimes contre l'humanité. Vous avez passé combien de temps pour écrire cet article ? J'ai passé beaucoup de temps parce que lorsque j'ai été saisi de ces questions, j'ai d'abord voulu comprendre, parce que je ne peux pas me saisir d'un dossier notamment pénal pendant devant le parquet national français sans comprendre la situation. Donc ce que j'ai fait comme toute personne, mais même au-delà, j'allais dire, de la rédaction de l'article lui-même, en fait, qui est un petit concentré de ce que j'ai pu comprendre et étudier, c'est que la situation, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a beaucoup de choses qu'il faut nuancer, et notamment dans la compréhension des acteurs. Ça veut dire que ce problème du Xinjiang, du coton, en fait, n'est pas que le problème du coton, c'est un problème qui va bien au-delà de ce point aujourd'hui qui est soumis aux juridictions françaises, mais qui est un problème, j'allais dire, presque mondial, dans le cadre d'une guerre économique qui est menée par les États-Unis contre la Chine contre les États-Unis. En tout cas, une question qui va bien au-delà de ce point précis. Alors, sur quelle base se fonde cette association pour accuser la Chine ? D'où vient l'information ? Sur quelle base ? Alors c'est là où justement les choses deviennent un petit peu plus particulières, parce que je me suis posé la question de savoir, mais comment est-il possible alors que personne ne peut se rendre dans cette zone ? J'ai moi-même, pendant cette période-là, habité en Chine. Je sais que... C'était en quelle année ? J'ai habité en Chine de 2015 à 2018. 2015-2018. Donc j'ai exercé en tant qu'avocat localement. Et tout le monde, tous les Chinois que j'ai rencontrés, toutes les personnes me disaient que la région la plus fantastique qui existait en Chine, la plus jolie, en tout cas, était le Xinjiang. Et il était assez compliqué d'y aller parce qu'il fallait une sorte de visa où on pouvait quand même y aller, mais il fallait voyager avec des agences qui étaient autorisées. Donc souvent, ce qu'on faisait en tant que touriste étranger quand on aimait visiter la Chine, c'est on allait plutôt dans le nord, j'ai oublié le nom de la région. La Mongolie. La Mongolie intérieure, exactement, où il y a aussi ce côté paysage petit peu extraordinaire. Ouais. Et donc, en fait, dans votre article, vous écrivez
l'anthropologue allemand Adrian Zenz s'avère être l'épicentre de la diffusion des informations sur la situation des Ouïghours au Xinjiang, diffusion depuis les États-Unis d'Amérique. Alors, qui est Adrian Zenz? Alors, ce qu'il faut, c'est comprendre, je ne vais pas parler de Zenz tout de suite, ce qu'il faut, c'est comprendre que ce problème ouïghour est un problème qui préexiste depuis des années, on va dire même depuis une trentaine d'années. Les Ouïghours sont un peuple qui parle une langue qui n'est pas le chinois, qui est un dialecte turcophone, et ils bénéficient d'une autonomie qui leur a été confiée, comme Taïwan, Hong Kong, Macao, ou peut-être encore d'autres régions, justement dans le cadre d'une intégration en douceur de la Chine. Sauf que la proximité de certains pays, notamment l'Afghanistan par exemple, avec la montée de certains extrémistes qui sont maintenant actuellement au pouvoir, ou d'autres pays du Caucase qui ont obtenu une certaine indépendance vis-à-vis du bloc soviétique, a donné aussi aux Ouïghours une certaine velléité et un courant a émergé, laissant penser que les Ouïghours pourraient obtenir un peu plus de liberté, voire une autonomie politique, ce qui, dans l'esprit des Chinois, est totalement impossible. Donc, il y a eu des mouvements, des soulèvements, des attaques terroristes, tout un tas de choses qui ont été commises depuis les années 90 jusqu'à encore actuellement. Et ces choses-là se sont intensifiées. On a vu pendant les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin que il y a eu certains attentats. Et ensuite, la Chine a décidé de mettre en place une politique beaucoup plus restrictive à l'égard de cette minorité musulmane pour lutter contre ces mouvements à la fois religieux et extrémistes. Surtout extrémiste, même à l'encontre de la population locale. Exactement. Et c'est à partir finalement... Et la Chine l'a fait ça, en fait, pour faire régner la paix, pour que la population locale puisse vivre en paix. C'est ce que disent les Chinois. Ça veut dire qu'eux, ils disent aujourd'hui, nous, on va mettre en œuvre des politiques pour rétablir l'ordre dans cette région et faire en sorte que on ne soit plus confronté à des situations de violence chroniques, j'allais dire. Chronique, oui. D'ailleurs, depuis 4 ans, d'après l'information que j'ai eue, depuis 4 ans, bientôt 5 ans, il n'y a plus on va dire, d'attentats terroristes. Et la population vit en paix. Et ce qui fait que les touristes peuvent visiter cette région, du moins jusqu'à... Je vais nuancer parce qu'à l'époque, on ne savait pas non plus qu'il y en avait. Donc, c'est toujours un petit peu... la région reste un petit peu quand même pas secrète, mais sensible. Et l'information qui émane de ces régions-là est toujours traitée avec une très grande prudence. À votre avis, pourquoi cette région-là, elle est si sensible? Vous avez une explication? Et pourquoi elle cristallise l'attention de beaucoup de gens? Je vais revenir sur la première question, parce que vous me posiez la question sur Adrian Zenz, et je voulais revenir sur ça, en expliquant simplement que ce phénomène, c'est-à-dire que ce problème de compréhension et comment il est apparu dans le paysage, c'est qu'à partir de 97, on va dire à partir de 2017, notamment au moment où les tensions sino-américaines se sont un petit peu plus crispées, des mouvements, des centres de recherche, des think tanks se sont mis en place. Et effectivement, il est possible qu'il y ait eu des plaintes de personnes sur le Xinjiang, de problèmes de maltraitance dont tout le monde n'avait rien à faire avant et qui se sont finalement cristallisés sur ça à l'issue des révélations qui auraient été faites par ces personnes. On va dire que cet Adrian Zenz est l'épicentre un petit peu de cette information, parce qu'il faut savoir que c'est un anthropologue allemand qui travaille à Washington, je reprends mes notes pour être précise, et qui est directeur de la Memorial Foundation des victimes du communisme pour la Chine. Et c'est lui qui a rédigé en premier
le rapport le plus détaillé qui va servir de base et d'assise à tout ce qui va être repris. Vous prenez la délibération qui a été prise par l'Assemblée nationale, vous prenez au Canada, en Allemagne, en France, en Angleterre, tous vont faire référence à ce rapport. Et ensuite, il y a un deuxième rapport qui a été lui-même établi par un think tank australien, qui est fait par un certain monsieur Bassi, qui était ancien ministre des Affaires étrangères, et qui a rédigé un rapport qui s'appelle Uyghur for Sale. Sur la base de ces rapports, vous allez avoir toute une déclinaison ensuite d'éléments qui vont être repris par la presse, par les différents organismes de presse nationaux pour, j'allais dire, véhiculer cette information. Le monde va se saisir de ces rapports, l'Assemblée nationale va se saisir de ces rapports. Alors, par rapport à ça, j'ai deux questions. Un, est-ce que Adrien Zenz est allé au Xinjiang pour mener lui-même des enquêtes sur le terrain? Je ne pense pas. Ben justement, alors dans ce cas-là, comment peut-il diffuser des informations sans les avoir vérifiées sur le terrain? Après, c'est sur la base de témoignages. Mais est-ce que ces témoignages sont fiables? Vous voyez, il y a cette question-là aussi. Ça, c'est une question à laquelle je ne saurais répondre. C'est difficile, je comprends, d'autant plus que par rapport à ça, moi je peux dire que les Américains eux-mêmes, ils ont révélé, enfin ils ont laissé ils ont laissé deux témoignages qui prouvent que la question des Ouïghours a été fabriquée par eux-mêmes. D'abord, il y a Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain Colin Powell, qui a conseillé à la CIA d'inciter les Ouïghours à défier Pékin. On a même une vidéo qui montre ça. Third reason we're there is because there are 20 million Uyghurs, and if the CIA has to mount an operation using those Uyghurs, as Erdogan has done in Turkey against Assad, there are 20,000 of them in Idlib in Syria right now. Well, the CIA would want to destabilize China, and that would be the best way to do it, to foment unrest and to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese and Beijing from internal places rather than external. D'autre part, il y a aussi les responsables du consulat américain basé à Canton, dans la province du Guangdong. Et donc, ces responsables-là ont révélé à des chefs d'entreprise américains que, en fait, il n'y a pas de problème au Xinjiang, ils le savent. Et d'ailleurs, faire tout un battage médiatique sur le travail forcé, le génocide, et tout ça, c'est pour discréditer la Chine, et c'est bon pour les Américains. En 2021, la responsable du département économique et politique du consulat américain à Guangzhou, Sheila Carey, et sa collègue Andrew Shira ont fait une confidence à des chefs d'entreprise américains lors d'un cocktail. Elles ont dit: le Xinjiang n'a pas de problème, nous le savons tous, mais utiliser le Xinjiang pour faire du battage médiatique sur les questions des droits de l'homme est un moyen efficace. Nous pouvons les utiliser pour plonger la Chine dans le bourbier, ce qui est bon pour les États-Unis. Vous voyez, donc, là, on a tendance à croire que, voilà, ce sont les Américains qui ont fabriqué ça, et puis Adrien Zenz, on a l'impression que c'est un pion, c'est un outil. Vous prenez quelqu'un qui travaille pour le mémorial Fondation des victimes du communisme pour la Chine. Déjà, il y a un prisme... Et qui affiche, c'est-à-dire que le concept, c'est qu'il affiche un objectif précis, c'est libérer le monde du faux espoir du communisme. Donc, après, déjà, c'est très tendancieux, vous voyez. Si vous donnez des informations, certes vraies ou fausses, à cette personne, vous avez nécessairement des doutes sur, j'allais dire, sa neutralité ou son objectivité. Le mot précis que je veux dire, c'est objectivité. Voilà. Ça veut dire que cette personne peut effectivement avoir entre les mains des informations qui pourraient révéler des méfaits commis en Chine,
mais vous les laissez entre les mains de quelqu'un dont on sait qu'il a Voilà. délibérément la volonté Ouais. de condamner les faux espoirs du communisme. Donc, effectivement, son objectivité, elle peut être remise en cause. Alors maintenant, on va revenir à votre article, hein, parce que c'est un article juridique. Vous avez développé des arguments juridiques. Donc vous écrivez « L'emploi des qualifications pénales les plus graves de génocide et de crimes contre l'humanité par les instances représentatives françaises est largement relayé par les médias en dehors de toute décision de justice pénale risque d'aboutir à leur banalisation ». Première question, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous écrivez cette phrase et que dit le Code pénal français à ce propos? Alors, le terme que j'utilise, il est évidemment, je ne peux pas savoir ce qui se passe en Chine et je ne sais pas comment qualifier cela. Est-ce que ces camps sont des camps de rééducation pour lutter contre l'extrémisme ou est-ce qu'ils revêtent? Je saurais le dire. En Par fait, contre, je pense que le terme utilisé, hein, c'est le camp de déradicalisation. Comme il en existe en France aussi, on a des camps de déradicalisation pour ramener sur le droit chemin des extrémistes, vous voyez. ce qui m'embête, c'est que justement ces mots-là, j'allais dire pour moi, ont un sens quasiment tabou. Ça veut dire qu'ils doivent être utilisés avec une prudence extrême. Et c'est le travail de l'histoire qui doit permettre de qualifier, attirer l'attention des gens sur des choses affreuses qui se passent sur Terre. Et heureusement que ça existe, et heureusement que toutes ces associations sont là, je le comprends. Dire qu'il y a probablement des choses qui se passent et qui sont contraires aux droits humains élémentaires, ce pourquoi les Nations Unies sont là pour veiller, ça s'entend. Mais des journalistes qui utilisent le mot génocide, crime contre l'humanité, alors qu'ils ne l'ont jamais vu, moi, ça me gêne un peu, parce que pour moi, ça représente un travail d'histoire. Ça veut dire que les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire le génocide qui a été commis d'abord sur le peuple, sur les Arméniens, puisque c'est le premier génocide qui a été retenu. Et bien justement, parlons-en. Quels sont les génocides qui ont été reconnus par l'ONU? Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples? Il y en a 3. Il y a, je reprends mes notes. Oui. Mais, voilà, le premier, c'est le régime, les crimes commis par l'Empire ottoman contre les Arméniens en 1915-16. Ensuite, le génocide contre les Juifs en 41-45. Connu de tous d'ailleurs. Oui. Voilà, et le régime et le génocide des Tutsis qui ont été commis au Rwanda. Et ensuite, il y a des crimes qui ont été commis, par exemple sur les Khmers rouges. En 2018, du moins les crimes qui ont été commis contre les Khmers rouges ont été finalement qualifiés en 2018 de crimes contre l'humanité. Et aussi, le tribunal pénal international a qualifié les crimes contre les Bosniaques par les Serbes en 1995. Mais ça, c'est intervenu bien après. Ça veut dire que c'est pas sur le moment qu'on peut déterminer. C'est-à-dire que c'est un travail justement d'historien d'aller chercher. Et l'utilisation, de dire que la Chine commet des crimes affreux, atroces, à la rigueur, on peut utiliser ces mots, mais le crime de génocide, il est à mon sens, j'allais dire un peu anticipé, et en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de preuve. Et il y a même certains journalistes qui vont justement pour masquer ça, ils disent « les Chinois sont en train de commettre un génocide culturel ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, mais il y a beaucoup dans quelques articles, ils disent il y a un génocide culturel puisqu'on force les
les Ouïghours à apprendre le chinois et on leur interdit de parler leur langue, on leur rase la barbe, on leur coupe, on les laisse pousser les cheveux et on les oblige à manger des aliments qui sont interdits, vous savez, puisqu'ils sont si vous regardez les vidéos qui sont diffusées sur le Xinjiang par les Ouïghours eux-mêmes, c'est pas ce qu'on voit. En fait, j'ai à ce sujet interviewé un journaliste français qui est allé 2 fois au Xinjiang. En fait, il a montré, enfin lui, il s'est rendu sur place, il a discuté avec un musulman sur place et en fait, il était accompagné d'un Han qui parle les 2 langues. Il a dit, en fait, j'ai été surpris de constater qu'en fait, le musulman, enfin le Ouïghour, il parlait pas bien le chinois. Et j'ai été obligée d'avoir recours à mon interprète pour comprendre. Et puis, c'est vrai que dans les rues, dans les restaurants, sur les façades des restaurants, des magasins, vous avez systématiquement des indications en 2 langues. Au cours de mes 2 voyages au Xinjiang, j'ai pu vérifier que la langue ouïghour n'est pas brimée, éradiquée. On voit des panneaux, des enseignes, des choses qui sont comme ça affichées en ouïghour et en mandarin. Mais ce que j'ai vu aussi, ça m'a surpris, c'est que tous les Ouïghours ne parlent pas la langue de leur pays, le mandarin. J'ai vu dans une usine un ouvrier à qui je voulais poser une question, ma traductrice, mon interprète, a posé la question en mandarin et il ne comprenait pas. Donc je ne vois pas sur quoi on se fonde pour parler de génocide linguistique. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je pense que quand on accuse, il faut vraiment avancer des preuves, sinon c'est gravissime. Il n'y a pas de preuves, donc on ne peut pas accuser. Ce que vous expliquez, ça peut s'appliquer dans le sens inverse. Ça veut dire que aujourd'hui, dans le rapport de Madame Bachelet, il y a, je crois, 14 ou 15 personnes qui ont été entendues. Donc je pense que c'est un peu peu pour tirer des conclusions. Dans les rapports des autres pays, c'est à peu près l'équivalent, c'est-à-dire c'est peut-être une cinquantaine, une centaine de personnes, mais ça ne fait pas un peuple qui témoigne. Alors après, on va vous dire, bah oui, mais ceux qui sont en prison ne peuvent pas témoigner, ceux qui sont... Alors voilà, donc on est pris, si vous voulez, dans un système où chacun va faire de son exemple une généralité. Ouais. Donc, en ce qui nous concerne, on revient sur votre article. On va on va avancer. On s'appuie sur des arguments juridiques. Et vous écrivez aussi ces infractions de génocide et de crimes contre l'humanité qui seraient commises sur le territoire de la République populaire de Chine échappent à la compétence du juge français. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, ça c'est. Pourquoi ça échappe au juge français? Ça échappe pour 2 raisons. Oui. D'abord, parce que comment la France peut condamner quelqu'un? Et si elle devait condamner une juridiction, elle condamnerait qui? Xi Jinping, le gouverneur de la province du Xinjiang, le directeur de la prison, on condamne qui? C'est déjà un vrai problème. Parce que mais ces associations-là qui sont si actives, les associations qui ont été saisies, elles ont été rejetées. J'ai cité dans mon article un point, et d'ailleurs c'est assez étonnant, puisqu'il y a quand même, vous voyez, c'est que en France, ça va des 2 côtés aussi. Il y a des associations qui ont saisi les juridictions françaises pour mettre en cause les Américains dans le cadre des emprisonnements, j'allais dire, de personnes à Guantanamo. Et il y a un arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu, qui dit que, je lis l'attendu principal, qui dit que c'est un arrêt de 2021, donc c'est assez récent quand même. C'est ça. Qui dit que la coutume internationale s'oppose à ce que des agents d'un État, en l'absence de dispositions internationales contraires, s'imposant aux parties concernées, puissent faire l'objet de poursuites pour des actes entrant dans cette catégorie devant les juridictions pénales d'un État étranger. Ça veut dire que on ne peut pas s'ingérer dans la vie d'un État pour des actes qui potentiellement, parce que après de la même façon, on peut aussi débattre de Guantanamo, pourquoi, comment, mais c'est pas le sujet ici. Mais la Cour de cassation s'est penchée sur ce point. Donc il y a un premier principe, c'est le principe d'immunité.
d'office. D'office. Bah oui, qui je condamne. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas condamner un autre, c'est Mais ça? non, mais ça veut dire que moi, sinon, je vais devant le tribunal, j'assigne Xi Jinping devant la juridiction française, je condamne à 30 ans de prison. Ça n'a pas de sens. Donc déjà, juridiquement, c'est impossible. c'est pas impossible, mais c'est pas les juridictions françaises. C'est par exemple, il y a des chefs d'État qui ont été traduits devant le tribunal pénal international et qui lui revêt une compétence pour traiter des crimes contre l'humanité, ou le pays lui-même, par exemple Saddam Hussein à l'époque a été jugé et condamné à mort par les juridictions de son pays. Mais nous, la France, on ne peut pas. Ensuite, il y a... Et dans ce cas-là, petite question, pourquoi ces associations vous ont Vous allez saisi? voir, c'est beaucoup plus fin que ça. Ouais, C'est pourquoi? beaucoup plus... Justement. J'aimerais bien comprendre. Mais je vais vous expliquer. Il y a le deuxième point. Ils auraient pu saisir le tribunal international de je ne sais pas quoi. Mais oui, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus fin. Oui. Le deuxième point, c'est que la Cour de cassation considère aussi que pour condamner un État ou des personnes qui auraient commis des actes contraires aux droits humains fondés sur, alors je ne sais plus quel est l'article, 689-1 du Code de procédure pénale et 689-11 pour génocide et crimes contre l'humanité, il faut que dans la juridiction du pays que l'on poursuit, cette norme soit équivalente. Et donc, la Cour de cassation, récemment, là c'est encore un arrêt de 2021, un arrêt du 24 novembre 2021, a dit, pour la Syrie, justement pour poursuivre certains Syriens qui auraient commis, ils disent que dans la législation syrienne, il n'y a pas de réciprocité, donc nous n'avons pas la possibilité de poursuivre ces personnes. Et la Cour de cassation a déclaré la France incompétente pour poursuivre, du moins les juridictions incompétentes pour poursuivre les personnes auteurs de crimes contre l'humanité. Ce qui fait que dans notre cas, on est un peu bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors les associations, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont attaqué des sociétés commerciales. Basées en France. Zara, qui est une société espagnole. C'est ça. Uniqlo, il y a qui? SMCP, c'est une société, c'est Sandro, Claudie Pierlot et Mage, je crois. Sandro, Mage, Claudie Pierlot et Skechers. Donc ils ont pris Inditex, qui est une société Zara, c'est Zara, donc c'est une société espagnole. Uniqlo, c'est une société japonaise. SMCP, je crois que c'est chinois, je ne suis pas très sûr. Du moins, c'est des sociétés françaises, mais qui ont été rachetées par des Chinois. Et Skechers, qui est une marque de basket un peu comme Nike, qui a acheté. Et donc, ils ont attaqué ces sociétés. Le principe, c'est quoi? C'est qu'en attaquant ces sociétés pour recel de crimes contre l'humanité, ça permet d'échapper à ce principe d'immunité. Donc, je vais saisir le juge français qui, lui, dans les actes de recel, a une compétence qui est autonome et qui peut condamner, par exemple, la société Zara à verser X milliers de dommages euros ou alors 1 euro de dommages et intérêts ou X milliers d'euros de dommages et intérêts pour avoir contribué à revendre des biens acquis. Et c'est sur ce fondement-là que l'association Sherpa a attaqué. C'était justement pour contraindre les juridictions ou inviter les juridictions à se prononcer sans avoir à être confrontées ni au principe d'immunité, ni au principe de réciprocité. Voilà. Et quelle est la suite alors? Pour le moment, je pense que le parquet n'a pas bougé, du moins à ma connaissance, il n'a pas bougé. Et ils veulent, et je ne sais pas ce que va donner. De toutes les façons, ça a été un coup de tonnerre médiatique. Dès que le parquet s'est déclaré saisi de ce dossier et que tout le monde a relayé cette information,
Voilà. C'était un peu le but aussi, quoi. Oui, je pense aussi. Ouais. Alors, vous écrivez l'influence des médias, la virulence du vocabulaire utilisé et la gravité des accusations à l'encontre des autorités chinoises conduisent à les faire condamner avant tout procès par un tribunal médiatique, suivi par l'opinion publique. C'est ça. Voilà. Donc, c'est la conclusion que vous tirez de tout ça. Si vous voulez, aujourd'hui, des fois les guerres se mènent avec les armes, les guerres se mènent avec l'économie, et parfois c'est avec les médias. Et si vous voulez, l'objectif dans le cadre de cette guerre, mais des deux côtés, ça va être de galvaniser les populations, de monter tout ça un petit peu en mayonnaise, et de faire en sorte que les gens sont soit acquis à la cause de l'un ou de l'autre en raison de ce qu'il a commis. Donc quand je reçois une information, qu'elle soit vraie ou fausse, mais orientée par quelqu'un qui décide de condamner un pays pour avoir commis un certain nombre d'actes, j'ai tendance à le détester parce que je dis oh là là, ces gens-là sont bien, ces gens-là sont pas bien, ils ont fait telle chose ou telle autre, et je trouve ça mal. Et c'était un petit peu la conclusion, parce que quel est le but, à vrai dire? Quel est le but? Parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on pourrait s'indigner. Après, je veux pas faire ça parce que c'est un peu bas comme procédé d'aller voir ce qui se passe chez les autres, tel pays a fait ci ou ça. Mais en fait, le concept, c'est quoi? C'est d'affaiblir la Chine sur le plan économique et moral. Ça veut dire quoi? Déjà, sur le plan moral, de dire que la Chine commet des génocides, des crimes contre l'humanité, des mots extrêmement choquants, extrêmement qui interpellent. Donc, de les condamner à ça l'arrange dans une catégorie. Ça l'arrange dans une catégorie de pays infréquentables. Ensuite, sur le plan économique, je peux plus vendre mon coton en provenance du Xinjiang, donc je mets une forme d'embargo sur la région. Et je détourne en plus, en salissant, je détourne les produits chinois. Je dis made in China, non, je veux pas. Et ensuite, l'objectif géopolitique, c'est de créer un sentiment de solidarité, puisque les Ouïghours sont musulmans, et c'est de faire un petit peu comme la cause palestinienne, c'est-à-dire fédérer le monde musulman autour d'un peuple dit oppressé pour essayer de réveiller cette conscience musulmane qui pourrait soutenir les populations locales à justement s'émanciper de la Chine pour pouvoir exprimer et vivre leur culture comme ils le souhaitent. Voilà, c'est un petit peu la stratégie, du moins ce que je ressens, en tout cas dans tous les articles que j'ai lus, dans tous les ouvrages de géopolitique, c'est la conclusion à laquelle les personnes arrivent, le but étant d'affaiblir son adversaire sur tous les plans.